bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour voir ensemble des histoires parmi les plus mystérieuses. Vous allez voir, on va avoir de tout. Des drames, des lieux avec des secrets, des événements étranges, vraiment plein de choses diverses et variées. J'espère que ça vous plaira. Si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram @KenTV que je vous affiche juste ici. Je ne vais pas m'éterniser plus que ça. Pour l'introduction, vous verrez, la vidéo est découpée en plusieurs petits chapitres pour regrouper un peu les histoires par thème. Donc si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour voir ensemble notre premier chapitre. Il y a des drames si violents qu'on pense souvent qu'une enquête suffira à refermer les plaies que ces événements peuvent laisser. On a un verdict, une explication et ensuite le monde continue de tourner. Mais parfois, même quand tout semble classé, il y a des zones d'ombre qui résistent, des détails qui ne collent pas, des témoins qui contredisent ce qui est dit. Et c'est précisément dans ce genre d'affaires que le mystère reste comme un silence éternel qui ne veut jamais dévoiler ce qu'il cache. Aux premières heures du 21 décembre 1998, un avion de ligne disparaît des radars. Ce jour-là, un appareil de la compagnie Pan Am, le vol 103, a quitté l'aéroport d'Heathrow à Londres. À bord, 259 passagers et membres d'équipage, pour la plupart impatients de rejoindre les États-Unis à l'approche de Noël. Personne ne le sait encore, mais ce vol n'atteindra jamais sa destination. Son destin se jouera dans le ciel écossais, au-dessus d'une petite ville nommée Lockerbie. Une trentaine de minutes après le décollage, l'avion survole l'Écosse. Dans le cockpit, le commandant de bord, James McQuarrie, enclenche le pilote automatique. Le voyage s'annonce long, mais banal. La météo est mauvaise, la pluie tombe, mais rien qui puisse inquiéter un équipage expérimenté. Pourtant, le danger ne vient ni des nuages, ni des turbulences. À l'insu des passagers, un engin explosif artisanal a été dissimulé dans la soute à bagages. Au moment où l'appareil survole la région de Lockerbie, la bombe explose. L'explosion perce brutalement la carlingue, ouvrant une brèche béante dans la structure de l'avion. À cette altitude, l'air devient une arme. Un vent glacial et violent s'engouffre dans la cabine, frappant les passagers avec une force presque irréelle. La pression déchire peu à peu le fuselage. Ce qui n'était qu'une ouverture devient une longue déchirure. Des parties entières de l'appareil se mettent à se désolidariser. Dans le cockpit, la situation devient incontrôlable. L'intégrité structurelle de l'avion est compromise. Les pilotes luttent désespérément pour reprendre le contrôle, mais l'appareil entre dans une chute mortelle. Quelques instants plus tard, le nez de l'avion se tord sous la contrainte. Le cockpit se détache et est projeté en arrière avant de heurter l'aile droite. L'avion se désintègre en plein ciel. Au sol, les habitants de Lockerbie assistent à une scène d'horreur. Des débris en feu pleuvent sur la ville. Une femme, Mirabelle, regarde par la fenêtre au moment précis où la masse principale de l'appareil s'écrase. D'autres fragments tombent plus loin. Une aile sectionnée s'abat sur un quartier résidentiel comme un missile, déclenchant des incendies dévastateurs. 11 civils perdent la vie, tués chez eux, sans aucun avertissement. Sur le moment, certains habitants pensent à une attaque militaire. Mais la réalité est tout aussi brutale. Un avion de ligne a été détruit en plein vol et à bord, il n'y a aucun survivant. Les secours arrivent à l'aube, les corps sont dispersés sur plusieurs kilomètres. Certains sont retrouvés loin du point d'impact principal, jusque dans des jardins ou devant des maisons. L'ampleur du drame est immédiatement évidente. Au départ, l'hypothèse d'un accident est envisagée. Les avions peuvent s'écraser, mais très vite, les enquêteurs découvrent des indices impossibles à ignorer. Les traces d'explosion confirment ce que beaucoup redoutaient déjà. Il ne s'agit pas d'un accident. Quelqu'un a placé une bombe à bord. L'enquête révèle également un détail troublant. Avant le vol, des avertissements avaient été émis. Non pas en Grande-Bretagne, mais en Finlande. L'ambassade américaine y avait reçu un appel anonyme annonçant une tentative d'attaque contre un avion de la Pan Am reliant l'Europe aux États-Unis. Malgré cela, le public n'a jamais été informé. Certains membres du personnel diplomatique avaient été discrètement dissuadés d'embarquer, mais les passagers ordinaires, eux, n'avaient reçu aucun avertissement. Après l'attaque, les soupçons se multiplient. Des groupes terroristes palestiniens, iraniens, puis d'autres organisations sont évoquées. En 1990, une piste supplémentaire émerge. Il apparaît que l'avion avait parfois été utilisé par la DEA américaine pour transporter du matériel saisi
lors d'opérations antidrogue. L'un des agents liés à ces opérations, Nazir Khalid Jafar, se trouvait d'ailleurs à bord du vol 103. Un temps, l'hypothèse d'un accident interne est même envisagée. Mais l'enquête continue. Progressivement, l'attention se tourne vers la Libye. Le nom de Mouammar Kadhafi apparaît dans les dossiers. Certains enquêteurs pensent que l'attaque pourrait être une vengeance pour les frappes aériennes américaines de 1986 menées depuis des bases britanniques. 2 hommes sont finalement désignés comme suspects, Abdelbassé Ali Al-Megrahi et Lamen Khalifa Fima, tous 2 liés au service de renseignement libyen. La Libye refuse d'abord toute coopération. Les années passent, les sanctions internationales s'accumulent. En 1999, Tripoli finit par livrer les suspects. Le procès a lieu. Al-Megrahi est reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison. Fima, lui, est acquitté et rentre en Libye où il est accueilli comme une célébrité. Mais les questions demeurent. Qui a réellement planifié l'attaque? Pourquoi cet avion précis? Qui savait et quand? Des décennies plus tard, malgré un verdict judiciaire, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Témoignages contradictoires, preuves contestées, motivations floues. Pour beaucoup, l'affaire du vol 103 reste l'un des plus grands mystères criminels de l'aviation moderne. Et au-dessus de Lockerbie, le ciel garde encore le souvenir de cette nuit où il s'est ouvert pour ne jamais vraiment se refermer. Lorsque Diana Spencer entra dans la famille royale britannique, le monde entier crut assister à un conte de fées moderne. Une jeune femme timide, propulsée au rang de princesse, promise à une vie de prestige, de sécurité et d'admiration. En apparence, tout semblait parfait. Pourtant, dès les premières années de son mariage avec Charles, les fissures apparurent. Près de 10 ans les séparaient. Là où Diana était jeune, vive et avide de passion, Charles semblait plus distant, plus rigide. Diana espérait trouver dans ce mariage une stabilité durable, peut-être aussi la certitude que, quoi qu'il arrive, personne ne pourrait jamais lui retirer sa place. Issue d'une famille brisée par le divorce, elle voulait croire que cette union serait définitive. Mais il se trouve que même le titre de princesse ne protège pas des désillusions. Au fil des années, la relation se détériora, le couple s'éloigna, chacun menant progressivement une vie parallèle. Les infidélités se multiplièrent des 2 côtés, tandis qu'en façade, l'image d'un mariage royal tenait encore debout, jusqu'au jour où la presse s'en mêla. Les rumeurs devinrent publiques, les scandales incontrôlables. En 1995, Diana accorda une interview retentissante, révélant sans détour l'effondrement de son mariage. Et peu après, le divorce fut officialisé. Diana était désormais libre, mais cette liberté eut un prix. Privée d'une grande partie de la protection dont elle bénéficiait auparavant, elle devint une cible permanente pour les paparazzis. Où qu'elle aille, elle était traquée, encerclée, photographiée sans répit. Chaque sortie se transformait en chasse à l'image. Pourtant, elle tenta d'avancer, de reconstruire sa vie. C'est à cette période qu'elle fit la connaissance de Dodi Al-Fayed. Le 31 août 1997, Diana et Dodi séjournent à Paris au prestigieux Ritz. Très vite, l'hôtel est encerclé par des photographes prêts à tout pour immortaliser le couple. Lassés de cette pression constante, Diana et Dodi tentent de quitter les lieux discrètement par une sortie dérobée. Leur chauffeur leur promet de semer les poursuivants. Un seul garde du corps les accompagne et quelques minutes plus tard, tout bascule. La voiture s'engage dans le tunnel du pont de l'Alma à grande vitesse. Elle percute violemment un pilier de béton. Le choc est terrible. Diana, Dodi et le chauffeur meurent sur le coup. Le seul survivant est le garde du corps, Trevor Rhys-Jones, qui est lui, grièvement blessé. Très vite, l'enquête conclut que le chauffeur était sous l'emprise de l'alcool et roulait à une vitesse excessive. Une explication plutôt simple, trop simple pour beaucoup. Dans l'immédiat, la colère se tourne vers les paparazzis. Certains d'entre eux qui poursuivaient la voiture auraient continué à photographier la scène après l'accident, capturant des images insoutenables des victimes. Plusieurs furent interpellés, mais pour l'opinion publique, cela ne suffisait pas. Beaucoup estimaient que cette traque médiatique avait directement conduit à la mort de Diana. Puis vinrent les théories. Le père de Dodi, Mohamed Al-Fayed, rejeta catégoriquement les conclusions officielles. Selon lui, le chauffeur n'était pas ivre. Il affirma également que la voiture ne roulait pas à la vitesse annoncée, évoquant même un compteur retrouvé bloqué à 0 sur les lieux de l'accident. Plus encore, il soutient que Diana et Dodi s'apprêtaient à annoncer leur fiançailles et que cette perspective dérangeait profondément certains cercles de pouvoir. Pour certains théoriciens, la famille royale britannique aurait eu tout intérêt à faire taire Diana. Ses confidences publiques avaient déjà terni leur image et son éventuel mariage avec Dodi, musulman, fut aussi évoqué comme un motif possible, bien qu'aucune preuve tangible n'ait jamais confirmé une telle hostilité. Le témoignage du seul survivant n'aida pas à apaiser les doutes. Après une longue convalescence,
Trevor Rhys-Jones déclara ne se souvenir que de très peu de choses. Selon lui, le chauffeur semblait parfaitement normal avant l'accident. Rien de plus. Cette amnésie partielle alimenta les soupçons. Certains allèrent jusqu'à suggérer qu'on l'avait volontairement réduit au silence. Les années suivantes ajoutèrent encore à l'étrangeté de l'affaire. En 2000, un journaliste présent sur les lieux de l'accident, James Anderson, fut retrouvé mort dans une voiture incendiée. Sa mort fut officiellement classée. On a dit qu'il s'était lui-même donné la mort. Pourtant, les circonstances troublèrent de nombreux observateurs. Peu de gens choisissent de s'immoler de cette manière. Et peu après, son studio photo fut cambriolé par des hommes masqués. Officiellement, rien ne reliait ces événements à Diana. Officieusement, les spéculations explosèrent. Certains affirmèrent qu'Andanson possédait des photos compromettantes prises peu avant l'accident. Un ancien agent du renseignement britannique, Richard Tomlinson, ajouta une nouvelle couche au mystère. Selon lui, une méthode d'assassinat similaire avait déjà été évoquée par des services secrets. Aveugler un conducteur à l'aide d'un flash stroboscopique dans un tunnel afin de provoquer un accident indiscernable d'un simple drame routier. Une technique qui, si elle avait été utilisée, serait passée totalement inaperçue aux yeux des témoins. Alors vérité ou fiction? Plus de 25 ans ont passé et deux récits continuent de s'effondrer. Celui d'un accident tragique causé par la vitesse, l'alcool et la pression médiatique, et celui d'un complot, soigneusement orchestré pour faire disparaître une femme devenue trop gênante. La vérité, elle, reste hors de portée. La mort de la princesse Diana demeure l'un des drames les plus marquants et les plus controversés de la fin du XXe siècle. Une histoire où se mêlent amour, pouvoir, obsession médiatique et un mystère qui, encore aujourd'hui, refuse de se taire. Certaines histoires peuvent donner cette impression que le réel a comme une intention cachée, comme si des forces invisibles étaient à l'œuvre, et ce, même après la mort. On va voir ici l'histoire d'un homme disparu et pourtant rattrapé par sa terre natale, ou encore l'histoire d'un explorateur avalé par une jungle qui le fascinait. Ici, on ne parle pas de fantômes, mais seulement de destins qui semblent refuser d'être interrompus. Les familles se déchirent parfois, des mots trop durs sont prononcés, des choix ne sont pas compris, et il arrive que les liens se brisent. Rien de mystérieux là-dedans, c'est triste mais commun. Pourtant, c'est précisément à la suite d'un conflit familial qu'un acteur du 19e siècle nommé Charles Coghlan allait, sans le savoir, entrer dans une énigme qui traverse encore le temps. Charles Coghlan était originaire de l'île du Prince-Édouard, au nord du Canada. Ses parents, immigrés irlandais, vivaient modestement mais tenaient à une chose par-dessus tout, offrir à leur fils une éducation digne de ce nom. Ils économisèrent chaque pièce possible pour lui permettre d'étudier en Grande-Bretagne dans une école réputée. Charles travailla dur, animé par le désir de rendre sa famille fière et obtint son diplôme sous leurs applaudissements. Mais tout changea lorsqu'il annonça son intention de devenir comédien. Pour ses parents, ce choix était inconcevable. Ils l'imaginaient poursuivre des études supérieures ou embrasser une carrière respectable. Le théâtre, à leurs yeux, n'entrait pas dans cette vision. Les tensions s'accumulèrent, les disputes devinrent fréquentes jusqu'au point de rupture. Charles comprit qu'il n'était plus vraiment le bienvenu sur la terre de son enfance. Le cœur brisé mais déterminé, il quitta le Canada et s'installa aux États-Unis pour poursuivre son rêve. Les années passèrent et, contre toute attente, Charles Coghlan réussit. À force de travail et de persévérance, il se fit un nom sur les scènes américaines. Il joua dans des productions majeures, dont L'école du scandale et La vie pour la vie. Sa carrière connut cependant un net ralentissement au début des années 1880. En 1891, acculé par les dettes, il dut même déclarer faillite. Mais le destin lui offrit un sursis. À la fin de la décennie, il connut un retour inattendu grâce à son interprétation dans une adaptation théâtrale de Kean, inspirée d'Alexandre Dumas. Entre 1897 et 1898, il foula les planches de Broadway avec une assurance retrouvée, acclamée par le public. Puis vint le dernier acte. En 1899, alors qu'il se produisait à Galveston au Texas, Charles Coghlan mourut brutalement. Les médecins évoquèrent une gastrite aiguë, une affection douloureuse provoquant de violentes douleurs abdominales. Beaucoup pensèrent qu'il avait dissimulé sa souffrance derrière son talent de comédien, jouant jusqu'au bout, malgré la maladie. Sa mort soudaine posa immédiatement un problème. Que faire de son corps? Ses relations avec sa famille canadienne étaient profondément détériorées. Personne ne semblait d'accord sur sa dernière demeure. Certains souhaitaient le rapatrier au Canada, d'autres proposaient une crémation. Faute de décision claire, son cercueil fut placé dans un caveau du cimetière de Galveston.
On aurait pu croire ici l'histoire terminée. Mais en 1900, un ouragan d'une violence inouïe frappa le golfe du Mexique. Les eaux déchaînées inondèrent le Texas et arrachèrent plusieurs tombes fraîchement creusées. Parmi elles, celle de Charles Coghlan. Son cercueil fut emporté, arraché à la terre puis disparu. Sur le moment, rien de surnaturel. Des cercueils emportés par des inondations, cela s'était déjà produit. On conclut que celui de Coghlan avait été englouti par les flots, perdu à jamais. Pourtant, à New York, ses anciens collègues du milieu théâtral refusèrent d'abandonner l'idée de lui offrir une sépulture digne. Le New York Actors Club alla jusqu'à promettre une récompense à quiconque fournirait des informations sur ce cercueil disparu. Les années passèrent et puis, en 1908, l'histoire bascula. Cette année-là, un cercueil en bois détrempé par l'eau fut découvert sur une plage de l'île du Prince-Édouard. À l'intérieur se trouvaient les restes de Charles Coghlan. Des milliers de kilomètres séparaient pourtant le Texas de cette île canadienne. Selon toute logique, le cercueil aurait dû sombrer, se disloquer ou dériver ailleurs. Or, il semblait avoir suivi un itinéraire presque impossible. Entraîné dans le golfe du Mexique, contournant la Floride, remontant toute la côte est pour finalement s'échouer précisément sur la terre natale de l'homme qu'il contenait. Certains parlèrent d'une coïncidence extraordinaire, d'autres eurent plus de mal à y croire. Une dernière révélation vint ajouter au trouble. Des années après les faits, l'actrice Lily Langtry, ancienne partenaire de Coghlan, écrivit dans son autobiographie qu'il avait consulté une voyante avant sa mort. Celle-ci lui aurait prédit qu'il finirait par être enterré sur l'île du Prince-Édouard. Charles aurait alors répondu, en évoquant sa famille et leurs différends, « Je rentrerai coûte que coûte ». Hasard, exagération, légende reconstruite avec le temps, plus d'un siècle s'est écoulé et il est impossible de distinguer la vérité de l'embellissement. Le cercueil de Charles Coghlan a-t-il réellement traversé les océans pour le ramener chez lui? Ou cette histoire n'est-elle qu'un enchaînement improbable de circonstances naturelles? Le mystère demeure entier et il est probable que nous n'en connaissions jamais la réponse. En janvier 1925, un explorateur britannique déjà célèbre posa le pied sur un quai du port de Hoboken. Son nom, Percy Fawcett. Ce jour-là, Fawcett monta à bord d'un paquebot en direction de Rio de Janeiro, au Brésil. Il n'allait pas simplement voyager en Amérique du Sud, il s'apprêtait à disparaître dans l'un des territoires les plus hostiles de la planète, la forêt amazonienne. À 57 ans, Percy Fawcett n'était plus dans la force flamboyante de sa jeunesse, mais il restait un homme endurant, aguerri, presque obsessionnel. Ce n'était pas sa première expédition. Il avait déjà affronté des animaux sauvages, traversé des régions inconnues et survécu à des rencontres violentes avec des tribus hostiles. Mais cette fois, son objectif dépassait tout ce qu'il avait entrepris jusque-là. Fawcett ne cherchait pas un simple village perdu, il cherchait une civilisation entière. Il l'appelait la Cité perdue de Z. Ce nom, c'est lui qui l'avait choisi pour désigner une ville antique dont il avait entendu parler lors d'un précédent séjour au Brésil. En fouillant les archives de la Bibliothèque nationale, Fawcett était tombé sur un manuscrit portugais ancien attribué à l'explorateur Roaro da Silva Guimarães. Ce document racontait qu'en 1753, une immense cité de pierre aurait été découverte au cœur de l'Amazonie. Bâtiments monumentaux, statues, temples couverts de symboles gravés. Les explorateurs du XVIIIe siècle auraient à peine survécu à cette découverte, fuyant la jungle avec difficulté, incapables de retrouver l'emplacement exact de ces ruines une fois revenus à la civilisation. Pour Fawcett, ce manuscrit n'était pas un mythe, c'était une preuve. Son premier véritable essai eut lieu en 1920, mais il dut rebrousser chemin gravement malade. La Première Guerre mondiale avait déjà retardé ses projets. Fawcett avait servi sur le front occidental, repoussant encore son rêve. Alors, en 1925, il tenta une dernière fois. Cette fois, il ne partit pas seul. Il emmena avec lui son fils, Jack, ainsi qu'un ami proche, une petite équipe volontairement réduite. Fawcett était convaincu qu'une expédition trop massive attirerait l'hostilité et mènerait à l'échec. Ils pénétrèrent dans la jungle, et ils ne furent jamais revus. Ce qui leur est arrivé demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'exploration. Ont-ils été victimes de la faim, de la maladie, d'animaux sauvages? Ont-ils été tués par des membres d'une tribu locale? Ou ont-ils trouvé ce qu'ils cherchaient, sans jamais pouvoir revenir pour en témoigner? La question la plus troublante reste peut-être celle-ci. Et si la cité de Z existait réellement? Comme Eldorado avant elle, cette cité légendaire obsédait les explorateurs depuis des siècles. Une ville d'or, de pierre, de savoir ancien, dissimulée sous une végétation impénétrable. Beaucoup avaient cherché, aucun n'avait rapporté de preuves définitives. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec la disparition de Fawcett.
Des décennies plus tard, l'écrivain et journaliste David Crane décida de reprendre l'enquête. Il se rendit au Brésil, rencontra des chefs tribaux et s'intéressa particulièrement aux récits du peuple Kalapalo. Ces tribus transmettent leur histoire oralement depuis des générations, et selon leurs récits, un groupe d'hommes blancs correspondant à l'expédition de Fawcett aurait bel et bien traversé leur territoire. Les Kalapalo affirmaient avoir vu la fumée du campement de Fawcett pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elle disparaisse soudainement. Des membres de la tribu seraient partis à leur recherche, ils n'auraient jamais retrouvé personne. Contrairement à certaines rumeurs, ces témoignages suggèrent que la tribu n'aurait pas tué Fawcett et son équipe. Au contraire, ils semblaient avoir tenté de comprendre ce qui leur était arrivé. Grant poursuivit ses recherches plus loin encore, dans la région reculée de Xingu. Là, il découvrit les vestiges de plusieurs cités anciennes, totalement inconnues du monde moderne. Des ruines effondrées, mangées par la jungle, mais dont l'agencement révélait une civilisation avancée. Ces villes auraient pu être Z, ou au moins la preuve que Fawcett avait raison. Des sociétés complexes avaient bel et bien existé en Amazonie, bien avant l'arrivée des Européens. Des civilisations capables de bâtir, d'organiser, de prospérer, puis de disparaître. La cité de Z a peut-être été trouvée, mais Percy Fawcett, lui, ne l'a jamais été. Et dans cette jungle où les pierres se taisent et où la végétation efface tout, une question persiste, suspendue dans l'air humide de l'Amazonie. Fawcett a-t-il disparu à la recherche d'un mythe ou au seuil d'une découverte trop grande pour être révélée? On imagine souvent l'inexpliqué, le paranormal, comme quelque chose de sombre, parfois violent, mais toujours terrifiant. Et de temps en temps, certaines histoires dérogent à cette règle. Elles dérangent parce que elles ne suivent pas les codes habituels. Elles ne suivent pas non plus de scénario, de logique, de morale. Et tout cela peut amener à des rencontres qui ressemblent parfois à de vastes blagues, à des animaux qui se trouvent à des endroits où ils ne devraient absolument pas être. Et peut-être que le pire dans ces histoires, c'est que les témoins, eux, sont extrêmement sérieux vis-à-vis de ces sujets. Les récits d'enlèvement extraterrestres font partie des mystères les plus persistants de notre époque. Contrairement aux simples canulars, nombre de personnes qui affirment avoir vécu ce type d'expérience paraissent profondément sincères. Leur peur est réelle, souvent durable et rarement feinte. Beaucoup disent d'ailleurs n'avoir jamais souhaité revivre ce qu'ils ont traversé. Habituellement, ces histoires sont empreintes d'angoisse, de confusion et de traumatisme, mais plus rarement, certains sortent du cadre attendu. Des récits si étranges, si décalés, qu'ils en deviennent presque comiques. C'est le cas de Jason Howard. Jason affirmait avoir été enlevé par des extraterrestres à plusieurs reprises au cours de sa vie. Jusque-là, rien d'inhabituel dans l'univers de l'ufologie. Mais l'un de ces récits se distingue nettement des autres. Selon lui, l'enlèvement aurait eu lieu alors qu'il était ivre. À l'époque, Jason était étudiant. Après une soirée bien arrosée avec ses amis, il serait rentré dans sa chambre universitaire pour cuver son alcool. C'est au milieu de la nuit, alors qu'il dormait profondément, que des entités auraient décidé de le téléporter à bord de leur vaisseau. Dans la plupart des récits d'enlèvement, les témoins décrivent une paralysie totale, une terreur absolue, une incapacité à résister. Mais cette fois, l'alcool aurait tout changé. Jason raconte avoir ouvert les yeux face à ces créatures et s'être moqué d'elles. Trop ivre pour avoir peur, il aurait repoussé leur tentative d'examen, se débattant dans tous les sens. Les extraterrestres auraient essayé leur méthode habituelle. Regard fixe, contrôle mental, immobilisation psychique, rien n'y fit. Selon Jason, il parvint même à se lever de la table d'examen et se mit à gesticuler de manière incontrôlable, lançant bras et jambes comme dans un combat improvisé. Pris de panique face à cet humain totalement incontrôlable, les extraterrestres auraient fui la pièce. Un autre être serait alors intervenu, tentant d'établir une communication télépathique. Il aurait essayé de raisonner Jason, lui expliquant l'importance de coopérer pour le bon déroulement de leurs expériences. En vain. Comme chacun le sait, raisonner une personne ivre est une mission quasi impossible. Et finalement, les extraterrestres auraient abandonné. Mais au lieu de le ramener dans sa chambre, ils l'auraient déposé à l'extérieur, loin du dortoir. Jason se serait retrouvé seul, au milieu de la nuit, dans un champ désert, transi de froid, encore ivre et vêtu uniquement de ses sous-vêtements. Aussi absurde que cette histoire puisse paraître, certains passionnés d'ufologie avancent une idée étonnante. Les extraterrestres, lorsqu'ils sont contrariés, se contenteraient parfois de jouer de mauvais tours à leur sujet humain. Jamais cruel, jamais mortel, simplement moqueur.
Et cette notion de créature espiègle n'est pas nouvelle. L'écrivain et célèbre abduqué Whitley Strieber a lui aussi raconté des expériences où les entités semblaient s'amuser à troubler, voire à ridiculiser leur sujet. Malgré la peur initiale, il en vint avec le temps à développer une forme de sympathie envers elles, les décrivant comme complexes, curieuses et parfois dotées d'un étrange sens de l'humour. Selon lui, ces rencontres n'étaient terrifiantes que parce qu'elles sortaient de l'ordinaire. Mais l'absurde ne s'arrête pas là. En 1961, dans le Wisconsin, un fermier nommé Joe Simonton affirma avoir vu un objet volant atterrir dans un champ près de sa ferme. En s'approchant, il aperçut une trappe s'ouvrir, laissant sortir une entité humanoïde tenant une sorte de récipient. Le message semblait clair, ses visiteurs voulaient boire. Joe retourna chercher de l'eau et la leur apporta. Sous ses yeux, l'entité utilisa cette eau pour préparer ce qui ressemblait à des pancakes. Une fois la cuisson terminée, l'extraterrestre en offrit un au fermier en signe de remerciement avant de repartir avec son engin, laissant Joe seul avec sa galette. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Joe envoya ce pancake à analyser. Les résultats ne révélèrent rien d'extraterrestre, si ce n'est une absence notable de sel. Canular, invention ou simple test comportemental, certains chercheurs estiment que si des extraterrestres étudient réellement l'humanité, leur intérêt pourrait se porter autant sur notre psychologie que sur notre biologie. Ces actes étranges, parfois absurdes, pourraient n'être que des expériences sociales déguisées. Le chercheur Jacques Vallée a d'ailleurs souvent souligné les similitudes frappantes entre ces récits modernes et les légendes anciennes de fées, de lutins ou d'esprits farceurs. Des entités différentes, peut-être, mais un même comportement, jouer avec l'incompréhension humaine. Ainsi, derrière ces histoires déroutantes, une question persiste. Et si ces rencontres n'étaient pas seulement terrifiantes, mais volontairement déroutantes? Le mystère reste entier et parfois, il rit de nous. Tout le monde le sait, les kangourous viennent d'Australie. Ils n'ont en théorie absolument rien à faire à l'état sauvage en Amérique du Nord. La logique est implacable. Et pourtant, depuis plus d'un siècle, des témoignages troublants évoquent la présence de kangourous errant librement aux États-Unis et même au Canada. Avant de lever les yeux au ciel et d'imaginer des témoins confondant des cerfs ou d'autres animaux locaux, il faut s'attarder ici sur la nature de certains récits. Certains témoins sont multiples, indépendants, et parfois même ces témoins sont des policiers en service. L'un des épisodes les plus célèbres se déroule en 1974 à Chicago. Au petit matin du 18 octobre, un habitant appelle la police. Il affirme qu'un kangourou est en train de bondir tranquillement devant sa maison. Au central, l'appel provoque d'abord des rires. On demande au plaignant s'il n'a pas un peu trop bu la veille, mais l'homme insiste. Finalement, 2 policiers sont envoyés sur place, plus pour le calmer que par réelle conviction. Et quelques minutes plus tard, les agents aperçoivent exactement ce que l'homme décrivait. Dans une ruelle voisine, un animal sautille à toute vitesse. Il n'y a plus de doute possible. Posture, déplacement, morphologie, c'est bel et bien un kangourou. Les policiers se lancent à sa poursuite et parviennent même à le coincer. Mais ils étaient loin d'imaginer la suite. Un kangourou n'est pas un animal docile. Une fois acculé, celui-ci se retourne et attaque. Coup de patte, ruade, bousculade, l'animal met les 2 agents en difficulté, parvient à forcer le passage puis disparaît dans la nuit. Les policiers, blessés et médusés, ne peuvent que le regarder s'échapper. L'affaire pourrait déjà sembler quelque peu irréelle, mais elle ne s'arrête pas là. Dans les semaines qui suivent, d'autres signalements affluent. Un kangourou est aperçu à Plano, puis à Lansing, et peu après, l'animal ou des animaux sont tous signalés dans l'état de l'Indiana, notamment à Rensselaer et Carmel. Et le cas de Carmel marque particulièrement les esprits. C'est une banlieue aisée, réputée pour son calme et son raffinement. Les habitants y sont habitués aux boutiques élégantes et aux produits importés, mais certainement pas à voir un kangourou bondir entre les maisons cossues. Et pourtant, l'animal est bien là, traversant les rues, observé par plusieurs témoins incrédules. Le mois suivant, un nouveau signalement survient à Sheridan, à près de 30 km de là. Les kangourous, car il devient difficile de croire qu'il n'y en ait qu'un seul, semblent parcourir d'immenses distances. Puis, aussi soudainement qu'ils sont apparus, ils disparaissent. Aucun cadavre, aucun animal capturé, aucun propriétaire n'est identifié. En creusant un peu, on découvre que ce phénomène ne date pas de 1970. Des témoignages de kangourous en Amérique existent depuis la fin du 19e siècle. En 1899, une femme du Wisconsin affirme avoir vu un kangourou traverser le terrain de son voisin. À l'époque déjà, l'incompréhension est totale. Une hypothèse revient souvent, celle d'animaux échappés de cirques itinérants. Dans certains cas, la présence de troupes de spectacle semble coïncider
avec les observations. Mais cette explication ne tient pas toujours. Dans plusieurs affaires, les cirques présents dans la région ont nié catégoriquement posséder le moindre kangourou. Alors, d'où venait-il? Les années passent et les signalements continuent. Minnesota, Utah, Delaware, Colorado, Oklahoma, jusqu'au Canada, notamment au New Brunswick et en Ontario. Toujours le même schéma. Apparition soudaine, témoin crédible, puis disparition totale. Mais un tournant survient en janvier 2005. Dans le Wisconsin, en pleine tempête de neige, un kangourou est retrouvé désorienté, errant dans le blizzard. L'image est presque absurde. Un animal des climats chauds perdu dans le froid hivernal américain. Cette fois, la police parvient à le capturer. Aucun propriétaire ne se manifeste malgré les recherches. Finalement, l'animal est confié à un zoo local. Et ce cas semble confirmer que certains kangourous sont bien réels et non des hallucinations collectives. Mais tout n'est pas si simple. Car parmi ces témoignages se glissent des récits plus troublants encore. Certains témoins affirment avoir vu des kangourous bien plus grands que la normale. D'autres parlent de yeux rouges, lumineux. Certains vont jusqu'à évoquer des créatures fantomatiques apparaissant et disparaissant sans laisser de traces. Des kangourous fantômes. Ces récits, bien plus rares, flirtent ouvertement avec le paranormal. Des animaux qui ne se comportent pas comme des êtres vivants ordinaires, qui surgissent sans avertissement et s'évanouissent sans explication. Aucun n'a jamais été capturé, alors que croire? Animaux échappés, erreurs d'identification, canulars isolés, ou quelque chose de plus étrange encore. Une chose est sûre, le mystère des kangourous américains traverse les décennies sans jamais trouver de réponse définitive. Et quelque part, entre deux ruelles ou au détour d'un champ enneigé, il est peut-être encore possible d'apercevoir une silhouette bondissante, là où elle ne devrait absolument pas être. Et si le mystère était plus proche qu'on ne le pensait? Et si la réalité pouvait se plier, se remplacer, sans prévenir, sans crier gare? Un instant, on peut vivre une vie entière, et la seconde qui suit, tout s'arrête. On peut aussi avoir une pluie qui tombe, là où elle n'a absolument aucune raison d'exister. Comme si tout un monde pouvait suivre un seul homme. Dans ce chapitre, on va voir deux histoires où l'étrange se mêle aussi au réel. À quel point la réalité est-elle réelle? La question peut sembler absurde jusqu'au moment où l'on y réfléchit vraiment. Car objectivement, il n'existe aucun moyen absolu de prouver que notre réalité quotidienne est authentique. Pensez à la dernière fois que vous avez fait un rêve particulièrement intense. Pendant ce rêve, vous n'aviez aucun doute. Tout semblait parfaitement réel jusqu'au réveil. Si notre esprit peut nous convaincre aussi facilement qu'un rêve est la réalité, alors comment être certain que notre existence éveillée n'est pas, elle aussi, une illusion? Cette idée traverse depuis longtemps la science-fiction. On la retrouve dans Matrix, mais surtout dans l'œuvre de Philip K. Dick, un auteur obsédé par la fragilité du réel. Dès les années 50, il explorait l'idée que la réalité pouvait être falsifiée, manipulée ou entièrement artificielle. Dans Time Out of Joint, son personnage principal finit par remarquer de minuscules incohérences dans son quotidien, jusqu'à comprendre que tout ce qui l'entoure n'est qu'un décor. De la fiction ici, bien sûr, mais voici là où les choses deviennent troublantes. Sur Reddit, un homme anonyme a raconté une expérience qui ressemble dangereusement à ces récits de science-fiction. Selon lui, alors qu'il était étudiant, il aurait été violemment agressé sur son campus et aurait subi un grave traumatisme crânien. Aux yeux des témoins, il s'est effondré inconscient sur le trottoir. Sa réalité s'est arrêtée là, mais dans son esprit, elle a continué. Dans sa perception, il s'est relevé, a été emmené à l'hôpital, puis est rentré chez lui le lendemain. Il a terminé ses études, trouvé un emploi stable, rencontré une femme, fondé une famille. Les années ont passé. 10 années entières, vécues jour après jour, une vie complète, avec ses habitudes, ses joies, ses problèmes, ses enfants. Puis un détail a tout fait basculer. Un après-midi banal, assis dans son salon, il a remarqué quelque chose d'étrange, une lampe. Rien de spectaculaire, juste une incohérence. La perspective semblait fausse, toujours en 3 dimensions mais profondément incorrecte. Il n'a plus réussi à détourner le regard. Il a passé la nuit entière à fixer cette lampe. Le lendemain, il n'est pas allé travailler. Il a cessé de manger puis de boire. Pendant 3 jours, il est resté immobile, obsédé par cet objet. Sa femme s'est inquiétée, elle a fait venir de l'aide et c'est à ce moment précis que la réalisation l'a frappé. La lampe
n'était pas réel. La maison n'était pas réelle, sa femme, ses enfants. Les 10 dernières années de sa vie n'étaient pas réelles. Et brusquement, il s'est réveillé. Il était à nouveau allongé sur le trottoir, entouré de passants paniqués. Pour eux, il n'avait été inconscient que quelques minutes. Mais lui pleurait la perte d'une famille entière, comme si elle avait réellement existé. L'explication la plus rationnelle évoque une hallucination extrêmement détaillée, déclenchée par un traumatisme cérébral. Mais un détail continue de fasciner. Comment un cerveau peut-il générer 10 années complètes de souvenirs, d'émotions et de continuité en quelques minutes à peine? Certains vont plus loin. Les physiciens modernes défendent l'idée du multivers. Une infinité de réalités parallèles coexisteraient. Certains courants philosophiques suggèrent même que la conscience humaine pourrait naviguer entre ces réalités sans que nous en ayons conscience. Selon cette hypothèse, cet homme n'aurait pas rêvé une autre vie, il l'aurait vécu, et ce n'est pas un cas isolé. Le chercheur et auteur spécialisé dans le paranormal Robert Peterson a raconté une expérience étrangement similaire. Dans son ouvrage Out of Body Experiences, il explique qu'enfant, alors qu'il jouait avec des amis, il a été étranglé accidentellement lors d'une bousculade. Privé d'oxygène, il a perdu connaissance. Pour ses amis, il est resté inconscient quelques minutes. Pour lui, il s'est réveillé dans une autre réalité. Il y a vécu pendant des années, adulte, dans une grande ville, avec une vie bien établie. Puis un jour, alors qu'il faisait une simple course, il a ressenti un vertige, une sensation de chute. Il a fermé les yeux et les a rouverts face à ses amis adolescents toujours en train de jouer. Son autre vie s'est évaporée comme un rêve au réveil. Selon ses amis, il n'avait été absent que 3 minutes. Alors que se passe-t-il vraiment? Sommes-nous simplement victimes de rêves incroyablement réalistes ou notre conscience peut-elle réellement basculer d'une réalité à une autre sans transition, sans avertissement? Et surtout, si cela arrive, comment savoir que cette réalité n'est pas elle aussi provisoire? Car après tout, dans chaque rêve, on est convaincu d'être réveillé jusqu'au moment où l'on ouvre les yeux. Et peut-être le plus grand mystère de tous, ce n'est pas l'univers, c'est la réalité elle-même. L'histoire ressemble à une légende urbaine, et pourtant elle est appuyée par des témoignages multiples, y compris des rapports de police. Elle débute en février 1983 en Pennsylvanie, et elle concerne un homme au passé trouble nommé Don Decker. Il n'était pas un inconnu pour la justice. Depuis sa jeunesse, il enchaînait les ennuis avec la loi. Mais ce jour-là, il bénéficia d'une autorisation exceptionnelle, une sortie temporaire de prison afin d'assister aux funérailles de son grand-père, James Kershaw. Un détail intrigue immédiatement. Don détestait profondément cet homme. Il l'accusait d'être à l'origine d'une grande partie de ses malheurs, sans jamais expliquer précisément pourquoi. Alors, pourquoi se rendre à son enterrement? Était-ce simplement un prétexte pour sortir de prison quelques heures, ou cherchait-il une forme de clôture émotionnelle avec son passé? Quoi qu'il en soit, la cérémonie n'eut pas l'effet apaisant qu'il espérait. Au lieu de soulagement, Don sentit une colère sourde remonter en lui, une rage profonde, presque incontrôlable. Selon ses propres mots, quelque chose s'était réveillé à l'intérieur de lui ce jour-là. Après l'enterrement, Don passa la soirée chez un ami, Bob Kiefer, et son épouse Jenny. Au départ, rien d'anormal, puis, au fil de la nuit, l'atmosphère changea. De l'eau commença à apparaître sur les murs du salon. Pas une fuite visible, pas de tuyau apparent, simplement de l'eau qui perlait lentement sur les surfaces. Don, de son côté, se comportait de plus en plus étrangement, comme s'il était absent, plongé dans une sorte de transe. Le propriétaire de la maison fut appelé. Sa première hypothèse fut évidemment une fuite, mais après inspection, il affirma qu'aucune canalisation ne traversait ses murs. Et la situation empirait. L'eau se mit à tomber du plafond, puis à ruisseler partout. Très vite, ce ne fut plus une simple infiltration, il semblait littéralement pleuvoir à l'intérieur de la maison. Affolés, les occupants appelèrent la police. Lorsque les agents arrivèrent, ils furent accueillis par une scène totalement inexplicable. Une pluie constante tombait à l'intérieur du salon, trempant meubles, tapis et policiers. Incapables de comprendre ce qu'ils voyaient, ils quittèrent finalement la maison avec Don et ses amis pour se réfugier dans un restaurant voisin. Mais même là, le phénomène les suivit. Peu après leur arrivée, la propriétaire du restaurant, Pam Scrofano, constata avec stupeur que de l'eau commençait à tomber à l'intérieur de son établissement. Pendant ce temps, à la maison, ceux qui étaient restés affirmèrent que la pluie avait cessé dès le départ de Don. Une question glaçante s'imposa alors, et si le phénomène était lié à lui? Pam Scrofano
en vint à une conclusion radicale. Don Decker était peut-être possédé. Une explication extrême, certes, mais comment expliquer autrement une pluie qui semblait suivre un homme? Le chef de la police, lui, refusa catégoriquement toute interprétation paranormale. Officiellement, il s'agissait d'un simple problème de plomberie, malgré l'absence totale de preuves. Il alla même jusqu'à demander à ses agents de ne pas rédiger de rapport officiel sur l'incident. Mais tous ne gardèrent pourtant pas le silence. Un officier, Bill Davis, déclara plus tard « J'ai été policier pendant 40 ans. Il y a toujours une explication. Toujours. Mais pas cette fois. » Et les événements ne s'arrêtèrent pas là. De retour chez les kiffeurs, des phénomènes violents commencèrent. Objets projetés, casseroles qui s'entrechoquaient, vaisselle arrachée des placards. À un moment précis, Don aurait même lévité brièvement dans les airs sous les yeux de témoins, dont des policiers. Un exorciste fut finalement appelé, et contre toute attente, après le rituel, le calme revint. La pluie cessa. Don sembla apaisé, mais ce répit fut de courte durée. Lorsque sa permission prit fin et qu'il retourna en prison, les manifestations reprirent. Cette fois, à l'intérieur même de l'établissement pénitentiaire. Et plus troublant encore, Don semblait désormais capable de provoquer la pluie volontairement. Un gardien le mit au défi de faire pleuvoir dans le bureau du directeur, alors même que Don n'y était pas. Peu après, le directeur rapporta que son bureau avait été soudainement trempé sans la moindre explication. Un prêtre, le révérend Blackburn, fut convoqué. Sceptique au départ, il demanda à Don d'admettre qu'il mentait. Don le fixa et aussitôt, des gouttes commencèrent à tomber sur la tête même du prêtre. Blackburn tint alors une Bible contre lui. Étrangement, ses pages restèrent sèches. Convaincu d'une intervention divine, il pria avec ferveur. La pluie s'arrêta, Don fondit en larmes, remercia le prêtre et sembla libéré, du moins en apparence. Les capacités de Don Decker disparurent, mais sa violence, elle, demeura. Des années plus tard, en 2012, il fut arrêté pour incendie volontaire après avoir mis le feu à un restaurant et une taverne. Don Decker est aujourd'hui décédé, et avec lui, son secret. Était-il victime d'un phénomène psychique incontrôlé, d'une possession, d'une coïncidence extraordinaire amplifiée par la peur collective, ou était-il réellement un homme capable de faire pleuvoir la colère qu'il portait en lui? Le mystère, lui, continue de ruisseler dans les mémoires. Il existe des endroits qui semblent garder une mémoire. Des pierres qui ont vu passer des civilisations entières dont on ne sait rien, puis le silence. Ou encore des tunnels, des écritures qu'on sait lire et qu'on ne comprend pas. Des grottes qu'on verrouille, dont on bloque l'accès parce que déjà trop de gens y ont laissé une part d'eux-mêmes. Ici, le mystère n'est pas quelqu'un ou un événement, c'est un lieu. Et ce lieu attend parfois tranquillement que quelqu'un vienne le réveiller. Au cœur du Mexique moderne, non loin de Mexico, se dressent des structures qui continuent de défier notre compréhension. Les pyramides du Soleil et de la Lune, situées dans l'ancienne cité de Teotihuacan, comptent parmi les monuments les plus fascinants non seulement des Amériques, mais du monde entier. La pyramide du Soleil domine le site. Massive, imposante, elle est le plus grand édifice de toute la cité antique. Elle se dresse à cet endroit précis depuis au moins le IIe siècle de notre ère. À proximité se trouve la pyramide de la Lune, légèrement plus petite mais tout aussi impressionnante. Ensemble, elles formaient le cœur d'un immense complexe cérémoniel. Ironie de l'histoire, ceux qui ont donné leur nom à ces pyramides n'étaient pas leurs bâtisseurs. Lorsque les Aztèques découvrirent la cité abandonnée, ils la baptisèrent la Cité des Dieux, convaincus que seuls des êtres divins avaient pu ériger de telles structures. À l'origine, ces pyramides ne ressemblaient en rien aux ruines que l'on observe aujourd'hui. Elles étaient recouvertes d'un enduit lisse de calcaire, décorées de fresques colorées représentant serpents, jaguars et constellations célestes. Elles n'étaient pas seulement des bâtiments, elles étaient des symboles vivants, ancrés dans une cosmologie complexe. Mais une question demeure. Pourquoi consacrer autant d'efforts à de tels monuments ? La réponse la plus communément admise est religieuse. Teotihuacan était un centre spirituel majeur. Ces pyramides servaient de lieu de culte, d'observation céleste et probablement de sacrifices rituels. Pourtant, pendant longtemps, aucune certitude absolue ne venait confirmer cette hypothèse. Un tournant majeur survint en 1959. Un chercheur du nom de René Milone mit au jour un vaste réseau de tunnels souterrains, situés directement sous la pyramide du Soleil. Ces galeries contenaient des poteries, des offrandes et divers objets religieux. Milone en arriva même à penser que les tunnels pourraient être plus anciens que la pyramide elle-même et que celle-ci aurait été construite au-dessus d'un site déjà sacré. En 1971, une autre découverte renforça le mystère.
Une immense fosse fut trouvée à l'arrière de l'escalier principal de la pyramide. Certains y virent une tombe royale, d'autres un espace rituel lié aux croyances selon lesquelles les grottes représentaient le ventre de la terre-mère, lieu mythique de la création de l'humanité. L'énigme s'épaissit encore lorsque des chercheurs, dont Graham Hancock, soulignèrent la présence d'un système de drainage extrêmement sophistiqué avec des conduites taillées dans la roche. Problème, aucune source d'eau n'existe sous la pyramide. Alors à quoi servait ce drainage? Évacuer de l'eau inexistante, canaliser l'air ou quelque chose de plus symbolique, de plus spirituel? L'alignement des pyramides apporte peut-être un début de réponse. La pyramide du soleil est positionnée de manière à s'aligner avec le lever et le coucher du soleil à des moments précis de l'année. Elle fonctionnait comme un véritable marqueur céleste. La pyramide de la lune, elle, légèrement plus petite, tout comme la lune, paraît plus petite que le soleil depuis la Terre, est aligné sur le cycle lunaire. Un détail troublant quand on sait que malgré leur taille réelle très différente, le soleil et la lune semblent presque identiques dans le ciel terrestre. Coïncidence ou imitation délibérée du cosmos? Les sacrifices animaux et humains faisaient aussi partie intégrante de ces rituels. La grande plateforme au sommet de la pyramide de la lune semble avoir servi de lieu cérémoniel majeur. Les Aztèques perpétuèrent ces pratiques jusqu'à l'arrivée des conquistadors espagnols qui y virent une justification morale à leur conquête brutale. Mais un mystère fondamental subsiste. Qui étaient les bâtisseurs originels de Teotihuacan? Ils n'ont laissé ni écrit clair, ni trace directe de leur identité, quelques figurines, des pointes de flèches, rien de suffisamment précis pour lever le voile. Et pourtant, à l'autre bout du monde, un autre ensemble de pyramides soulève des questions tout aussi vertigineuses. En Afrique de l'Est, dans l'actuel Soudan, se trouvent les pyramides de Méroé, vestiges de l'ancien royaume de Méroé, cœur du Kingdom of Kush. Moins connues que celles d'Égypte ou de Mésoamérique, elles sont pourtant plus nombreuses. Des centaines de pyramides, souvent plus petites, mais étonnamment élancées, formaient un vaste complexe funéraire destiné à la royauté couchite. Ces pyramides datent d'une période s'étendant du IIIe siècle avant notre ère jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Elles renfermaient autrefois d'immenses richesses, aujourd'hui pillées. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfermés derrière une énigme majeure, l'écriture méroïtique. Inspirée des hiéroglyphes égyptiens, cette langue ancienne reste en grande partie indéchiffrée. Nous savons lire les symboles mais pas les comprendre pleinement. Les murs parlent sans que nous puissions les entendre. Ainsi, des jungles du Mexique aux déserts africains, les pyramides continuent de nous observer à travers le temps. Témoins muets de civilisations disparues, elles semblent encore garder en elles des récits que l'humanité n'est peut-être pas prête à entendre. Et si ces monuments n'étaient pas seulement des tombeaux ou des temples, mais des messages laissés à ceux qui viendraient bien plus tard. Allyn, une petite ville du Massachusetts, une ville d'une apparence banale, contiendrait un sous-sol qui cacherait l'un des mystères les plus dérangeants de la région. À première vue, Lynn n'a rien d'exceptionnel. Pourtant, depuis des siècles, les habitants murmurent le nom d'un lieu interdit, Dungeon Rock, une grotte sombre dissimulée dans la roche que beaucoup refusent encore aujourd'hui d'approcher. Selon la légende, deux esprits y erreraient sans repos, un père et son fils, Hiram et Edwin Marble. On raconte que cette grotte abriterait un trésor ancien enfoui profondément dans la pierre. Un trésor sur lequel Hiram et Edwin auraient misé leur vie avant de disparaître tragiquement. Depuis, leur âme serait prisonnière des tunnels, protégeant ce qui s'y cache et repoussant quiconque tenterait de s'en emparer. Les sceptiques parlent d'histoires inventées, mais les habitants, eux, jurent que la peur est bien réelle. Plusieurs curieux ont tenté d'explorer la grotte. Presque tous racontent la même chose, une sensation oppressante, un malaise grandissant, une panique soudaine qui les force à rebrousser chemin. Certains affirment avoir fui en courant, sans même savoir pourquoi. Peu importe la promesse d'un trésor inestimable, personne ne reste longtemps à Dungeon Rock. L'origine de cette histoire remonte au XVIIe siècle. À cette époque, un groupe de pirates aurait remonté une rivière voisine avant d'accoster près des grottes. Tandis que leur navire principal repartait, quelques hommes auraient établi un camp dans la région. Ils achetèrent des outils de fouille, payant en argent pur, de quoi éveiller la curiosité de toute la ville. Rapidement, les autorités britanniques furent alertées. Une opération fut lancée. Presque tous les pirates furent arrêtés et renvoyés en Angleterre, tous sauf un homme du nom de Thomas Vale, qui parvint à s'échapper et se réfugia dans les profondeurs de Dungeon Rock. On pense qu'il emporta avec lui le trésor déterré par les pirates et qu'il le cacha dans la grotte. Vale aurait vécu là pendant des années, seul,
coupé du monde, survivant avec presque rien. Ironie cruelle, malgré l'or qu'il aurait possédé, il serait mort dans la misère, quelque part sous la roche, sans jamais quitter la caverne. Des décennies plus tard, au 19e siècle, un homme arriva avec une conviction inébranlable. Hiram Marble, persuadé que le trésor existait encore, il acheta le terrain tout autour de la grotte et consacra sa vie à creuser. Armé de pioches, de barres de fer et même d'explosifs, il s'enfonça toujours plus profondément dans la roche. Après près de 10 ans de travail acharné, Hiram avait percé plus de 40 mètres de pierre et creusé un impressionnant escalier de pierre descendant comme un passage vers les entrailles de la terre. Pourtant, malgré cet exploit titanesque, il mourut en 1868 sans jamais avoir trouvé le trésor. Son fils, Edwin, reprit le flambeau. Obsédé à son tour, il poursuivit les fouilles pendant plus d'une décennie, jusqu'à sa propre mort en 1880. Lui non plus n'avait rien trouvé. Depuis, les témoignages se sont multipliés. Des bruits inexpliqués dans les tunnels, des ombres, des murmures. Certains disent que les fantômes de Hiram et Edwin errent toujours dans la grotte, incapables d'abandonner leur quête inachevée. Mais une théorie plus troublante circule parmi les habitants. Et si ces esprits ne cherchaient pas à effrayer? Et s'ils tentaient au contraire de guider les vivants? Certains racontent que lorsqu'un visiteur ressent un frisson ou entend un murmure, ce ne serait pas une menace, mais une indication, comme si la grotte chuchotait « par ici, creuse ici ». Aujourd'hui, l'accès à Dungeon Rock est strictement interdit. Grilles, barrières, procédures administratives, tout est fait pour empêcher quiconque d'y pénétrer. Pourtant, la légende persiste. Peut-être qu'un jour, quelqu'un osera aller plus loin, creuser un peu plus profond et découvrir enfin ce qui repose sous Dungeon Rock. Jusqu'à ce que ce jour vienne, le mystère demeure. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces 10 histoires vraies les plus mystérieuses. J'espère que ça vous a intéressé. Personnellement, j'ai adoré vous présenter ces histoires. J'ai trouvé chacune d'entre elles extrêmement fascinante. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu vent de théories ou de détails annexes qu'on pourrait rajouter. C'est avec plaisir que j'irai voir tout ça. Dites-moi aussi, parmi les mystères qu'on a évoqués, lequel vous intéresse le plus, lequel éveille quelque chose chez vous. Je suis assez curieux de voir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez passé un agréable moment, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Pensez-y, c'est extrêmement important. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV, je vous le remets juste ici si vous souhaitez me suivre là-bas. Merci encore une fois d'avoir passé ce temps à mes côtés. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!